you have a warrant to search this property. Step aside. Right, then show me the warrant. I don't need to show you anything. We are conducting a legal search. Actually, according to the Fourth Amendment, you are required to present the warrant before entering. Ma'am, you are interfering with a police investigation. And so That is a crime. without a warrant is a constitutional It's the violation. law. J'ai donné un ordre. Mettez les mains sur la tête et retournez-vous. Vous êtes sur une propriété privée. Agent, avec tout mon respect, cette propriété est la mienne. Et votre conduite, à cet instant précis, est enregistrée. Je vous suggère de moduler votre ton et de réévaluer vos actions. Ce que vous venez d'entendre est le prélude audio d'un effondrement professionnel, financier et personnel, documenté seconde par seconde. C'est l'enregistrement brut de l'incident survenu le samedi 12 mars 2023, une confrontation qui a impliqué l'agent de la police nationale Luc Martin, matricule 78 544, et maître Julien Dubois, un procureur de la République respecté. Ce qui aurait dû être une simple vérification, si tant est qu'elle fût nécessaire, a dégénéré en une tentative de violation de domicile et un cas d'école d'abus d'autorité, alimenté par un préjugé racial aussi flagrant qu'irréfléchi. L'intégralité de l'événement, depuis l'approche du véhicule de police jusqu'à l'interpellation de l'agent lui-même, a été capturée non seulement par la caméra piéton de l'agent Martin, mais aussi par le système de sécurité haute définition de la résidence de Maître Dubois. Ces enregistrements numériques deviendront les témoins incorruptibles et les juges silencieux de cette affaire. Ils ont conduit à une issue d'une rapidité et d'une sévérité rares, la révocation sommaire et déshonorante de l'agent Martin après 22 ans de service, une condamnation pénale le menant à purger 8 ans de prison ferme et un accord à l'amiable qui a coûté à l'État français et à l'ex-agent un montant combiné stupéfiant de 2 millions d'euros en dommages et intérêts. Ce récit est l'anatomie d'une ruine auto-infligée, la dissection méticuleuse de la manière dont 12 minutes d'arrogance et de discrimination ont suffi à anéantir une vie entière. La matinée du 12 mars avait pourtant commencé sous des auspices de tranquillité absolue à Nouilly-sur-Seine, l'une des communes les plus huppées de France. Le soleil de début de printemps filtrait à travers les feuilles naissantes des chênes centenaires qui bordaient l'avenue, projetant des ombres dansantes sur les façades impeccables des villas de luxe. À 9h17, maître Julien Dubois, 42 ans, se trouvait dans le jardin méticuleusement entretenu de sa propriété. Vêtu d'un simple polo, d'un pantalon de jardinage et de gants en cuir, il s'adonnait à une tâche qu'il trouvait méditative, la taille de ses rosiers grimpants Pierre de Ronsard. Le sécateur dans sa main bougeait avec la précision d'un chirurgien, chaque coupe nette et réfléchie, une habitude issue de sa profession où chaque mot d'un dossier doit être pesé avec la même rigueur. Le seul bruit était le chant des oiseaux et le cliquetis métallique de son outil. Maître Dubois était un homme dont la carrière au sein du ministère public était exemplaire. Connu pour sa logique implacable et son intégrité à toute épreuve, il avait gravi les échelons pour devenir l'un des plus jeunes procureurs de sa génération, traitant des affaires complexes de crimes organisés et de corruption. Pour lui, ce samedi matin était une parenthèse de normalité, un moment pour se reconnecter à la terre, loin des complexités du code pénal. Cette paix fut brutalement rompue par le bruit d'un moteur diesel s'approchant rapidement, suivi d'un freinage sec. Le véhicule de police sérigraphié, numéro 2389, venait de s'immobiliser juste devant son portail en fer forgé. Au volant se trouvait l'agent Luc Martin, 48 ans. Vétéran de la police avec plus de 22 ans de service, Martin était un homme dont la vision du monde s'était durcie et déformée au fil des ans. Son dossier de service, bien que long, était entaché de 14 plaintes pour mauvaise conduite déposées par des citoyens au fil de sa carrière. Tout avait été classé sans suite, souvent par manque de preuves tangibles ou par solidarité corporative, mais elle dessinait le portrait d'un homme enclin au jugement hâtif et à l'usage excessif de son autorité, particulièrement vers les minorités visibles. L'appel qu'il avait mené ici était vague, un signalement anonyme pour une activité suspecte dans le quartier. Mais en apercevant la silhouette de Maître Dubois, un noir, dans le jardin d'une propriété valant plusieurs millions d'euros, l'esprit de Martin n'eut besoin d'aucune autre information. Son préjugé, un mécanisme mental rouillé mais efficace, s'est enclenché instantanément. Pour lui, la scène ne correspondait pas à l'ordre établi. La dissonance cognitive était trop forte et il l'a résolue en superposant une narrative criminelle à une réalité parfaitement innocente. La caméra embarquée du véhicule enregistre son soupir d'exaspération avant même qu'il ne descende. Sa caméra piéton, activée d'un geste brusque, montre sa perspective alors qu'il sort de la voiture. Il ne prend pas le temps d'observer, d'analyser ou de saluer. Sa main plane instinctivement au-dessus de la crosse de son arme de service, un geste d'intimidation calculé. Il s'approche du portail, son ombre s'étirant sur les rosiers fraîchement taillés, et interpelle Maître Dubois avec une hostilité non dissimulée, une agression verbale qui allait déclencher une chaîne d'événements irréversibles. La première erreur d'une longue série venait d'être commise, une erreur qui allait lui coûter absolument tout. L'agent Martin s'immobilisa devant le portail, ses bottes écrasant quelques pétales de rose sur le trottoir. Sa posture, enregistrée par la caméra de surveillance CCTV2 qui couvrait l'entrée, était un manuel d'agression non verbale. Les épaules carrées, le menton relevé, la main droite flottant à quelques centimètres seulement de la crosse de son Sig Sauer SP 2022. Il ne s'agissait pas d'une approche de vérification, mais d'une posture de confrontation. Sa voix, capturée par sa caméra piéton, brisa le silence matinal avec la subtilité d'un marteau sur du verre. « Hé, vous, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison ?» La question n'était pas une interrogation, mais une accusation. Maître Dubois, qui tournait le dos à la rue, se redressa lentement. Il posa son sécateur sur le rebord en pierre d'un grand pot de fleurs, un geste délibéré et sans hâte. Il se retourna, ses gants de jardinage encore enfilés, son visage une étude de sérénité. La caméra de Martin zoom, capturant son visage.
Il n'y avait ni peur, ni surprise, seulement une expression de politesse interrogative. « Bonjour, monsieur l'agent. C'est ma maison? Je peux vous aider ?» La réponse était factuelle, dénuée de toute émotion provocatrice. Mais pour Luc Martin, cette calme assurance était une provocation en soi. Son cerveau, programmé par des années de préjugés renforcés, ne pouvait traiter cette information. Un homme noir en tenue de jardinage ne pouvait pas être le propriétaire de cette demeure. C'était une impossibilité logique dans son univers mental. Un rictus de mépris se dessina sur ses lèvres, une micro-expression capturée en haute définition. « Vos papiers, tout de suite !» L'ordre était sec, illégal et impérieux. Maître Dubois ne bougea pas. « Agent, avec tout le respect que je vous dois, je suis sur ma propriété privée. Il n'existe aucune base légale pour votre demande d'identification dans ces circonstances. Cependant, pour dissiper ce qui semblait un malentendu, je vous confirme que je suis bien le propriétaire des lieux. » La précision juridique de sa réponse ne fit qu'enflammer la colère de Martin. Son calme était perçu comme une confirmation de culpabilité. « Le propriétaire? Vous vous foutez de moi? C'est une violation de domicile, et maintenant vous faites de l'obstruction. Montrez-moi vos papiers ou je vous embarque sur le champ pour outrage et rébellion. » L'escalade était verticale, irrationnelle. Chaque mot prononcé par Martin creusait un peu plus sa propre tombe professionnelle. Maître Dubois l'observait, non plus comme un citoyen, mais comme un procureur observant un délit en temps réel. Il analysait, classifiait les infractions, et attendait. Il donnait à l'agent une dernière chance de faire marche arrière, une opportunité que Martin était incapable de saisir. La patience de l'agent Martin était maintenant complètement évaporée, remplacée par une fureur. Sa main quitta la proximité de son arme pour s'agripper au barreau froid du portail en fer forgé. L'image de sa propre caméra piéton se mit à trembler violemment alors qu'il secouait la structure massive, le cliquetis métallique résonnant dans la rue silencieuse. « J'en ai assez de vos mensonges. Ouvrez ce portail immédiatement. Je dois inspecter les lieux. Vous correspondez à la description d'un cambrioleur signalé dans le secteur il y a 20 minutes. La narration était une pure fabrication pour justifier son action illégale. Le rapport officiel confirmera plus tard qu'aucun appel de ce type n'avait été enregistré. L'appel initial, anonyme et vague, mentionnait une présence et non une effraction. Martin construisait un château de cartes sur le sable de son racisme. Maître Dubois ne manifesta aucune affection à l'agression physique contre sa propriété. Il laissa échapper un soupir, un son presque imperceptible, mélange de déception et de lassitude. « Agent, il n'y a eu aucun signalement de cambrioleur. Votre base de données interne peut le confirmer en quelques secondes. Vous êtes en train de commettre une série d'erreurs professionnelles graves qui auront des conséquences. Je vous invite une dernière fois, et ce sera la dernière, à contacter votre superviseur et à vérifier l'identité du propriétaire de cette résidence, située au 12 avenue du Bois. » Cette offre de sortie fut rejetée avec dédain. Pour Martin, un appel à un superviseur serait un aveu d'échec, une humiliation insupportable. Son ego, désormais le seul moteur de ses actions, lui interdisait toute retraite. « Assez discuté », hurla-t-il, sa voix se brisant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. « Vous êtes en état d'arrestation pour opposition à agent de la force publique, violation de domicile et refus d'obtempérer. » Les accusations étaient absurdes. La narration omnisciente peut ici souligner l'ironie tragique. L'agent accusait la victime des crimes qu'il était lui-même en train de commettre. Alors que Martin tentait de forcer la serrure du portail avec une énergie désespérée, Maître Dubois fit un mouvement lent et calculé. Il glissa sa main dans la poche de son pantalon. Martin, dont les sens étaient en alerte maximale, interpréta ce geste à travers le prisme de sa propre paranoïa. Pas un geste, main en l'air, j'ai dit. Il lâcha le portail, sa main se rapprochant à nouveau de son arme, prêt à dégainer. Mais Maître Dubois ne sortit ni une arme, ni une clé. Il sortit un simple téléphone portable. L'agent Martin, aveuglé par sa propre certitude, venait de confondre un appel à la justice avec une menace physique, une erreur de jugement qui allait vaporiser sa carrière en l'espace de quelques minutes. Que feriez-vous si vous étiez confronté à un tel abus d'autorité sur votre propre propriété? Partagez votre réaction dans les commentaires. La vue du téléphone portable dans la main de Maître Dubois agit sur l'agent Martin comme un détonateur. Pour lui, ce n'était pas un appel à l'aide, mais un acte de défi ultime, une tentative de filmer ou d'enregistrer qui confirmait sa narrative de culpabilité. Le filtre de son préjugé était si épais qu'il ne pouvait plus percevoir la réalité. La caméra piéton de Martin enregistre sa propre respiration, qui devient plus rapide, plus saccadée. Son visage, un masque de fureur contenue, se crispe. Il rit, un son sec et dédaigneux qui flotte dans l'air matinal. Un téléphone ? Vous croyez que ça va changer quelque chose? Vous pouvez appeler qui vous voulez, même le président de la République, ça ne vous sauvera pas. Ici, la seule autorité, c'est moi. Cette déclaration, un monument d'arrogance, est enregistrée avec une fidélité audio parfaite, destinée à être rejouée en boucle devant une commission de discipline et un tribunal pénal. Pendant ce temps, la caméra de surveillance CCTV1, positionnée au-dessus du portail, offre une vue d'ensemble clinique et impartiale. Elle capture l'image de l'agent de police, agité et menaçant, face à la silhouette calme et immobile du propriétaire. Elle enregistre Maître Dubois qui, ignorant complètement l'explosion verbale de l'agent, déverrouille son téléphone d'un simple glissement de pouce. Il ne compose pas le 17, le numéro d'urgence. Son doigt appuie sur un contact préenregistré. L'action est délibérée, précise, l'acte d'un homme qui ne cherche pas à appeler la police, mais à la commander. L'agent Martin, voyant que ces menaces n'ont aucun effet, franchit un nouveau palier. Il commence à frapper le portail avec le plat de la main, le bruit métallique résonnant comme un gond fumeste. « J'en ai assez, c'est votre dernière chance. Jetez ce téléphone et mettez les mains sur la tête. » Mais son ultimatum est noyé par la voix calme et posée de Maître Dubois, qui parle maintenant dans son téléphone. La conversation est d'une brièveté dévastatrice. « Monsieur le directeur, ici le procureur Dubois. Je suis à ma résidence.
Un agent de la police nationale, matricule 785 544, est en train de tenter une violation de domicile. Je sollicite un appui immédiat de la police judiciaire. Le nom de l'interlocuteur, la mention de son propre titre et le matricule précis de l'agent sont des missiles balistiques verbaux. Chaque mot est une preuve, chaque syllabe un clou dans le cercueil professionnel de Luc Martin. Ce dernier s'arrête net, le son de la voix du procureur parvenant enfin à percer sa rage. Une fraction de doute traverse son visage, immédiatement balayé par son ego. Il secoue la tête, se persuadant qu'il s'agit d'un bluff incroyablement audacieux. L'appel était terminé. Les renforts étaient en route, mais ils ne venaient pas pour l'aider. La conversation téléphonique s'acheva aussi brusquement qu'elle avait commencé. Maître Dubois rangea son appareil dans sa poche avec le même calme imperturbable, son regard ne quittant jamais celui de l'agent Martin. Un silence pesant s'installa, rompu uniquement par la respiration haletante du policier, un son rauque et amplifié par le microphone de sa propre caméra piéton. Pour Luc Martin, le bluff venait d'atteindre des sommets d'audace. Procureur de la République, appel au directeur de la police judiciaire. C'était trop gros, trop théâtral pour être vrai. Son esprit, incapable d'admettre une erreur d'une telle magnitude, s'accrochait à sa conviction initiale. C'était une mise en scène, un stratagème désespéré d'un criminel intelligent pour gagner du temps. Un sourire narquois revint sur ses lèvres. Il s'apprêtait à parler, à lancer l'assaut final, à franchir ce portail par la force et à mettre fin à cette comédie. Mais le mot qu'il allait prononcer mourut dans sa gorge. Un son lointain, à peine perceptible au début, commence à s'insinuer dans l'air tranquille de Neuilly-sur-Seine. Une sirène, puis deux, puis un chœur discordant de hurlements électroniques qui enflait à une vitesse terrifiante. La caméra de surveillance CCTV2, qui offrait une vue panoramique de l'avenue, enregistrait ce qui allait suivre. En moins de 4 minutes, comme l'avait promis la brièveté de l'appel, la rue se transforma en une zone d'opération tactique. Ce n'étaient pas des voitures de patrouille standard qui déferlèrent, mais une flotte de berlines noires et grises banalisées, des véhicules de la police judiciaire qui se garèrent en épi avec une précision millimétrée, bloquant toute l'avenue. Des gyrophares bleus silencieux pulsaient sur leurs toits, projetant des éclats de lumière anxiogènes sur les façades des villas. Les portes s'ouvrirent simultanément et des hommes en costume sombre en sortirent, leur démarche rapide et déterminée, contrastant violemment avec la quiétude matinale. Leurs visages étaient des masques de sérieux, leurs yeux balayant la scène avec une efficacité glaciale. Un véhicule de commandement de la police nationale arriva également, duquel descendit un homme portant les insignes de commissaire divisionnaire, son képi impeccablement ajusté. L'agent Martin resta figé, son corps soudainement lourd et froid. Sa caméra piéton enregistrait sa propre perspective, le défilé irréel de véhicules et d'officiers de haut rang qui convergeaient vers sa position. La dissonance cognitive était insoutenable. Ce déploiement de force n'était pas pour un simple cambrioleur, c'était une réponse de niveau crise. Le commissaire, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par l'autorité, s'approcha d'un pas vif, flanqué de 2 officiers de la PJ en civil. Son regard passa sur Martin, un éclair d'agacement dans les yeux, avant de se poser sur la silhouette de Maître Dubois, toujours immobile derrière le portail. C'est alors que la réalité s'effondra pour Luc Martin. Le commissaire s'arrêta net, sa posture passait instantanément de celle d'un commandant sur une scène de crime à celle d'un subordonné rencontrant un supérieur. Un signe de respect, presque une déférence, adoucit ses traits. « Maître Dubois, monsieur le procureur, veuillez m'excuser, que se passe-t-il ici ?» La voix du commissaire, captée par tous les micros présents, était chargée d'une inquiétude respectueuse. Le titre, monsieur le procureur, prononcé avec une telle évidence, fut le coup de grâce. L'enregistrement de la caméra piéton de Martin devant le témoin de sa propre désintégration. On peut y voir le monde basculer, l'image trembler alors que le sang quittait son visage. Le son de sa propre déglutition, un bruit sec et douloureux, fut enregistré avec une clarté clinique. Il comprit tout. L'homme qu'il harcelait, qu'il menaçait, qu'il s'apprêtait à arrêter pour violation de son propre domicile, était l'un des plus hauts magistrats du système judiciaire français. Il n'avait pas affaire à un criminel, mais à l'incarnation même de l'autorité qu'il avait bafouée. Les 2 officiers de la PJ se tournèrent vers Martin. Leur visage était impassible, mais leurs yeux brillaient d'un mépris glacial. Le commissaire fit un signe de tête presque imperceptible. C'était l'ordre. Sans un mot, les 2 officiers s'avancèrent. L'un d'eux dit simplement, d'une voix neutre qui rendait la situation encore plus surréaliste. « Agent Martin, veuillez nous remettre votre arme. » Martin ne résista pas. Ses bras pendaient, inertes. Il était une coquille vide, son arrogance et sa certitude vaporisées. Il sentit des mains expertes dégrafer son étui, retirer le poids familier de son Sig Sauer. Puis on lui demanda de se retourner. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un bruit sec, un son qui marquait non pas la fin d'une arrestation, mais le début d'une destruction totale et méticuleusement documentée. Le moment où la vérité anéantit le préjugé est le summum de la justice. Si vous voulez voir l'analyse complète des conséquences qui ont suivi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La conversation téléphonique s'acheva aussi brusquement qu'elle avait commencé. Maître Dubois rangea son appareil dans sa poche avec le même calme imperturbant, son regard ne quittant jamais celui de l'agent Martin. Un silence pesant s'installa, rompu uniquement par la respiration haletantes du policier, un son rauque et amplifié par le microphone de sa propre caméra piéton. Pour Luc Martin, le bluff venait d'atteindre des sommets d'audace. Procureur de la République. Appel au directeur de la police judiciaire. C'était trop gros, trop théâtral pour être vrai. Son esprit, incapable d'admettre une erreur d'une telle magnitude, s'accrochait à sa conviction initiale.
C'était une mise en scène, un stratagème désespéré d'un criminel intelligent pour gagner du temps. Un sourire narquois revint sur ses lèvres. Il s'apprêtait à parler, à lancer l'assaut final, à franchir ce portail par la force et à mettre fin à cette comédie. Mais le mot qu'il allait prononcer mourut dans sa gorge. Un son lointain, à peine perceptible au début, commença à s'insinuer dans l'air tranquille de Neuilly-sur-Seine. Une sirène, puis deux, puis un chœur discordant de hurlements électroniques qui enflaient à une vitesse terrifiante. La caméra de surveillance CCTV2, qui offrait une vue panoramique de l'avenue, enregistrait ce qui allait suivre. En moins de 4 minutes, comme l'avait promis la brièveté de l'appel, la rue se transforma en une zone d'opération tactique. Ce n'étaient pas des voitures de patrouille standard qui déferlèrent, mais une flotte de berlines noires et grises banalisées, des véhicules de la police judiciaire qui se garèrent en épi avec une précision millimétrée, bloquant toute l'avenue. Des gyrophares bleus silencieux pulsaient sur leurs toits, projetant des éclairs d'anxiogène sur les façades des villas. Les portes s'ouvrirent simultanément et des hommes en costume sombre en sortirent. Leur démarche rapide et déterminée contrastait violemment avec la quiétude matinale. Leurs visages étaient des masques de sérieux, leurs yeux balayant la scène avec une efficacité glaciale. Un véhicule de commandement de la police nationale arriva également, duquel descendait un homme portant les insignes de commissaire divisionnaire, son képi impeccablement ajusté. C'était une réponse de niveau crise. Le commissaire, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par l'autorité, s'approcha d'un pas vif, flanqué de 2 officiers de la PJ en civil. Son regard passa sur Martin, un éclair d'agacement dans les yeux, avant de se poser sur la silhouette de Maître Dubois, toujours immobile derrière le portail. C'est alors que la réalité s'effondra pour Luc Martin. Le commissaire s'arrêta net. Sa posture passait instantanément de celle d'un commandant sur une scène de crime à celle d'un subordonné rencontrant un supérieur. Un signe de respect, presque une déférence, adoucit ses traits. « Maître Dubois, monsieur le procureur, veuillez m'excuser, que se passe-t-il ici ?» La voix du commissaire, captée par tous les micros présents, était chargée d'une inquiétude respectueuse. Le titre, « Monsieur le procureur », prononcé avec une telle évidence, fut le coup de grâce. L'enregistrement de la caméra piéton de Martin devint le témoin de sa propre désintégration. On peut y voir le monde basculer, l'image tremblait alors que le sang quittait son visage. Le son de sa propre déglutition, un bruit sec et douloureux, fut enregistré avec une clarté clinique. Il comprit tout. L'homme qu'il harcelait, qu'il menaçait, qu'il s'apprêtait à arrêter pour violation de son propre domicile était l'un des plus hauts magistrats du système judiciaire français. Il n'avait pas affaire à un criminel, mais à l'incarnation même de l'autorité qu'il avait bafouée. Le commissaire ignora complètement Martin pour le moment, son attention entièrement focalisée sur le procureur. « Tout va bien, maître ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une déférence professionnelle. Maître Dubois hocha simplement la tête, son expression ne changeant pas. Son calme était une condamnation plus puissante que n'importe quel cri. Ce fut ce silence qui scella le sort de Martin. Le commissaire se tourna enfin vers lui, et le masque de déférence fut remplacé par un masque de fureur glaciale et contenue. Ses yeux, durs comme de l'acier, fixèrent Martin, qui se sentit soudainement très petit, exposé et pathétique. Les 2 officiers de la PJ, qui avaient instantanément saisi l'ampleur du désastre, se tournèrent également vers Martin. Leurs visages étaient impassibles, mais leurs yeux brillaient d'un mépris glacial. Il n'était plus un collègue, il était une honte, un problème à régler rapidement et sans ménagement. Le commissaire fit un signe de tête presque imperceptible. C'était l'ordre. Sans un mot, les 2 officiers s'avancèrent. L'un d'eux dit simplement, d'une voix neutre qui rendait la situation encore plus surréaliste. « Agent Martin, veuillez nous remettre votre arme. » Martin ne résista pas. Ses bras pendaient, inertes. Il était une coquille vide, son arrogance et sa certitude vaporisées. Il sentit des mains expertes dégrafer son étui, retirer le poids familier de son Sig Sauer. Puis on lui demanda de se retourner. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un bruit sec, un son qui marquait non pas la fin d'une arrestation, mais le début d'une destruction totale et méticuleusement documentée. La chute de Luc Martin ne fut pas une lente descente, mais une implosion instantanée, méticuleusement documentée et juridiquement implacable. Les conséquences de ces 12 minutes d'arrogance se sont abattues sur lui avec la force d'un cataclysme. Dès l'instant où les menottes se sont refermées sur ses poignets, son univers s'est contracté pour se réduire aux 4 murs d'une cellule de garde à vue. Placé sous la juridiction de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, l'enquête fut d'une rapidité exemplaire. Les preuves étaient accablantes, non sujettes à interprétation. Les enregistrements vidéo de sa propre caméra piéton et des caméras de surveillance de la résidence de Maître Dubois constituaient un dossier parfait. Chaque mot, chaque menace, chaque geste agressif était capturé, hors daté et irréfutable. La commission de discipline, convoquée en urgence, n'a eu besoin que de 48 heures pour statuer. Le verdict fut la sanction la plus sévère possible, la révocation de la police nationale pour faute d'une extrême gravité, avec effet immédiat et sans préavis. Après 22 ans de service, Luc Martin n'était plus un policier. Il était un citoyen ordinaire, privé de son badge, de son arme de service et de l'uniforme qui avait défini son identité. La conséquence professionnelle la plus dévastatrice fut la perte totale et irrévocable de ses droits à la retraite. Le calcul actuariel a estimé cette perte sèche à plus de 450 000 €, anéantissant d'un trait de plume des décennies de cotisations et le filet de sécurité qu'il avait cru acquis pour ses vieux jours. Son nom fut inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, non pas pour un crime de cette nature, mais en raison de la gravité de l'abus d'autorité, une procédure rare qui le rendait définitivement inéligible à toute fonction publique ou privée, impliquant un contact avec le public ou une position d'autorité.
Sur le plan pénal, la machine judiciaire que Maître Dubois connaissait si bien s'est mise en marche avec une efficacité redoutable. Mise en examen pour abus d'autorité par une personne dépositaire de l'autorité publique, tentative de violation de domicile aggravée par sa qualité d'agent de la force publique et intimidation d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, les chefs d'accusation était d'une gravité exceptionnelle. Le procès fut une formalité. La défense de Martin, qui tenta maladroitement de plaider une erreur de jugement sous pression, s'est effondrée face à la projection des vidéos sur grand écran dans la salle d'audience. Le jury a pu voir et entendre son mépris, son racisme non dissimulé et son escalade volontaire. Le verdict fut sans appel. 8 ans de réclusion criminelle. Une peine lourde destinée à servir d'exemple. Mais la ruine la plus spectaculaire fut financière. Maître Dubois, agissant non pas par vengeance mais par principe, a engagé une action civile contre l'État, en tant qu'employeur de Martin, et contre Luc Wartin à titre personnel. Face au scandale médiatique imminent et aux preuves incontestables, l'État a rapidement négocié un accord à l'amiable pour éviter un procès public qui aurait terni l'image de la police. Le montant de la transaction fut fixé à 1,8 million d'euros, versé à Maître Dubois pour dommages moraux, atteinte à la vie privée et violation de ses droits civils. Conformément à la loi, l'État s'est ensuite retourné contre son ancien agent pour récupérer une partie de cette somme. Luc Martin fut condamné personnellement à verser 200 000 euros. Cette somme a pulvérisé son patrimoine. Sa maison, un pavillon de banlieue acquis après des années de sacrifices, a été saisi et vendu aux enchères. Ses comptes d'épargne ont été vidés. Sa voiture, ses biens de valeur, tout a été liquidé pour couvrir la dette. La perte financière totale, combinant l'accord à l'amiable et sa contribution personnelle, s'est élevée à la somme astronomique de 2 millions d'euros. Pendant ce temps, Maître Julien Dubois a continué sa carrière avec la même diligence. Il a fait don de l'intégralité de l'indemnisation à 3 associations d'aide juridique pour les victimes de violences policières et de discrimination. Son geste a renforcé sa réputation d'homme de principe. L'affaire, surnommée le procureur et la lisière du jardin, est devenue un cas d'étude obligatoire à l'École nationale supérieure de la police. Un rappel brutal que le préjugé a un coût quantifiable en années de liberté et en millions d'euros. La justice, dans ce cas précis, n'était pas une notion abstraite. C'était une équation mathématique, où chaque insulte et chaque abus de pouvoir avaient été convertis en une conséquence directe, documentée et inéluctable. Luc Martin a-t-il enfin compris que le préjugé a un prix? La réponse se trouve peut-être dans le silence de sa cellule, où il a tout le temps de revoir les 12 minutes qui ont anéanti sa vie. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une situation où la justice a été servie de manière aussi complète? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette analyse pour que d'autres puissent voir que les actions ont des conséquences.